comment l'économie de la mort dope la croissance en Russie. C'est un titre et un article terrifiant, rédigé par Le Monde sous la plume de Marie Gégaud et Margot Seigneur. Nous en parlons toujours avec nos invités Guillaume Roquette, Ulrich Bouna, Général Yakovev et Ludmila Totieva. Et nous avons été rejoints par Claire Fournier, éditorialiste économique pour TF1 LCI. Bonjour à vous. Claire, pour commencer, comment est-il possible qu'un mort russe rapporte plus qu'un vivant ? Parce qu'une sorte de modèle économique macabre s'est mis en place qui fait en effet qu'un jeune homme qui tombe à la guerre rapporte plus à sa famille que s'il était resté actif. Alors ça s'explique pour plusieurs raisons. D'abord, de son vivant, il rapporte davantage puisque les soldes des nouvelles recrues ont été doublés par Vladimir Poutine. Elles sont passées de 1 919 €, juste sous les 2 000 €, vous voyez, à 3 900 € aujourd'hui, à quoi s'ajoute une prime à l'engagement de 11 500 €. C'est considérable en Russie. 3 900 €, c'est 10 fois le salaire moyen. Donc ça peut être tentant pour un jeune actif. Et puis alors, vous parliez d'économie de la mort, c'est parce que s'il meurt, en effet, vous voyez, il y a une prime de 100 000 € pour les familles, à quoi vous ajoutez un prestige social fort pour la famille, puisque le jeune homme donc devient un héros. Les familles qui ont aussi des avantages sociaux, comme des crédits immobiliers à taux préférentiel, ça va dans ce niveau de détail-là. L'accès aux universités les plus prestigieuses aussi, pour moins d'argent, une retraite confortable. Et ça marche, parce qu'il y a à peu près 400 000 jeunes recrues qui se sont engagés, d'ailleurs pas si jeunes, parce que ça peut aller jusqu'à 65 ans, qui se sont engagés pour ces raisons financières, peut-être plus que patriotiques, ou parce qu'ils y sont contraints. Et on voit que ça marche économiquement. Ça marche économiquement parce que la croissance, le produit intérieur brut a bondi de 4% sur un an au deuxième trimestre, selon en tout cas Eurostat. Alors que, ça coûte une fortune pour l'État. Oui, c'est 1,5 milliard, voire 2 000 milliards de roubles par an pour l'État russe de payer ses primes. L'équivalent de 12 milliards €. Mais ça tire l'économie vers le haut parce que consommation. Exactement. Alors, l'avantage de l'économie de guerre, c'est que c'est une économie qui est concentrée sur un seul objectif, celui de produire de l'armement. Donc, une entreprise, elle ne se trompe pas. Elle va vendre ses produits. Donc, si vous voulez, c'est une économie qui est entièrement tournée sur la guerre. Et effectivement, toutes ces primes qui sont payées par l'État, ça dope la consommation, vous avez raison. Faut ajouter à cela le fait qu'avec les sanctions, il y a moins de fuite de capitaux. Donc, les riches russes achètent davantage de produits et de services russes. Donc c'est vrai que sur le papier, c'est bénéfique à l'économie russe. Je ne sais pas si on en parlera, mais il y a aussi des bémols très... On va en parler bien sûr, parce qu'on parle d'une bulle financière, une bulle ça éclate. Donc c'est parfois aussi simple que ça. Et je rappelle que le chômage est aussi à son plus bas niveau selon les informations qui sont transmises. Ce serait 2,6%. Oui, parce que tout le monde est engagé justement par l'industrie. Exactement. Oui, il est possible que la guerre, elle se prolonge, que Poutine décide de prolonger la guerre pour cette horrible et terriblement cynique raison que ça fait tourner l'entreprise Russie. On peut inverser la proposition, c'est que Poutine a besoin de la guerre pour asseoir son régime. Ça a commencé avec la Tchétchénie, puis il y a eu la Géorgie, puis il y a eu 2014. C'est plus le régime qui a besoin de la guerre que la guerre qui a besoin du régime, en l'occurrence. Maintenant, sur ces, entre guillemets, bonifications, enfin les compensations, il y a quand même un débat sur, comme les Russes n'avouent pas leur mort, quelle est la proportion de familles de décédés au combat qui touchent vraiment cet argent. Il y a beaucoup de gars qui sont portés disparus et donc les autorités ne payent pas. Il y a aussi un débat des familles avec je voudrais savoir ce qui est devenu mon fils, et derrière ça, peut-être que j'ai droit à la prime quand même. Donc, c'est l'argent qui est versé aux gens dont les autorités reconnaissent qu'ils sont décédés. C'est documenté, c'est 1/3 des corps qui ne sont pas identifiés. Voilà. Et dont les familles ne sont pas payées. Donc, tout ça c'est merveilleux, mais donc il y a une veuve sur 3 qui l'a dans l'os, si j'ose dire. Oui, c'est juste pour ajouter que malgré toutes ces primes que Poutine offre dans son régime, ils n'arrivent pas à recruter cette personne. C'est ça qui est aussi assez sidérant, parce que si vous regardez les chiffres, selon les différents centres de conscription, de recrutement, ils arrivent à faire les quotas à 50 ou à 60%. C'est-à-dire que même ça, c'est pas assez généreux pour que les personnes vont au front. Et la dernière chose, c'est qu'il y a le grand problème
problème de cadre. C'est d'ailleurs de ça qu'il faut parler, parce qu'il y a les ressources humaines qui sont absorbées soit par l'industrie de l'armement, soit par l'armée. Alors, vous êtes resté dans ce cas-là, si vous êtes dans l'industrie civile, vous êtes dans le perdant. C'est-à-dire que ce qu'on voit, c'est que Poutine, à travers des généreux versements budgétaires, pas de crédit, dans ces industries de défense, il est en train d'augmenter justement les prix, parce que effectivement les prix et les salaires qui montent. Le cadre civil, tout ce qui est le secteur civil, ils essayent de se rattraper, mais ils ne peuvent pas, parce qu'il y a des prix qui augmentent, il y a l'inflation qui était avouée plus haute que ce qui était attendu par la Banque centrale russe, et d'ailleurs ça crée des grosses tensions entre ceux qui sont dans l'industrie de l'armement et dans l'armée et qui ne le sont pas. Et ça peut aussi, c'est quand même assez déstabilisant, c'est-à-dire pas tous les Russes vivent mieux avec la guerre. Vous avez vu les prévisions de croissance du FMI pour la Russie 2024. C'est 3,2%. C'est le FMI, c'est pas la propagande russe. 3,2%, c'est plus de 4 fois et demi le taux de croissance attendu pour la France. Oui, pourquoi ? Parce qu'en fait, l'économie russe, elle est dans sa nature profilée pour la guerre. Pour faire la guerre, il faut de l'argent. Et l'argent, la Russie en a parce qu'elle est bourrée de matières premières, de pétrole, de gaz, de matières premières agricoles. Et malgré l'embargo, la Russie continue à pouvoir récupérer des devises en exportant de façon indirecte, notamment grâce à l'Inde, même si c'est moins cher. Donc elle a l'argent. 2, il faut des armes. Ça tombe bien, c'est le seul truc, je suis un peu rapide, mais c'est la seule chose que la Russie sait fabriquer. Je rappelle que depuis 70 ans, et jusqu'à la guerre en Ukraine, la Russie était le 2e exportateur d'armes au monde, derrière les États-Unis. Donc en fait, ils ont 1, l'argent, 2, les armes. Du coup, forcément, ça marche. Est-ce que vous êtes d'accord, Éric Bonnat, pour dire qu'il n'a pas d'autre choix, Poutine, que cette économie macabre dont bénéficie le pays et qui ne peut pas se permettre de briser cette guerre parce qu'il briserait sa bulle financière. C'est par exemple le propos d'Elina Rybakova, c'est pas n'importe qui, elle est chercheuse et directrice des affaires internationales à l'école d'économie de Kiev. En fait, le problème fondamental, sans revenir sur tout le reste, le problème fondamental de l'économie russe, c'est qu'effectivement, quand vous devenez un petit peu monomaniaque et que vous faites que de l'armement, c'est qu'est-ce qui se passe le jour où vous vous arrêtez. Très concrètement, les industries, toutes les industries qui tournent à plein régime pour fabriquer des armes ou qui travaillent dans le complexe militaro-industriel, qui fabriquent de l'acier, etc. Toutes ces usines-là, pour l'instant, ont des débouchés, effectivement, recrutent à tour de bras, avec une inflation salariale, c'est effectivement vrai. Mais effectivement, qu'est-ce qu'elles vont devenir, toutes ces industries ? Je ne suis pas certain qu'avoir des blindés de transport de troupes en temps de paix, ça a véritablement du sens. Donc dans ce cadre-là, effectivement, il y a un vrai risque pour l'économie russe qui, effectivement, si demain la guerre s'arrêtait, c'est qu'est-ce qu'on fait de toutes ces industries et de toutes ces personnes qui ont été recrutées. Je voudrais juste rajouter un petit point par rapport à cette histoire de fabrication d'armes quand même en Russie. Il faut bien comprendre qu'avec la restriction de la main-d'œuvre en Russie et aussi quand même l'impact de certaines sanctions internationales, l'industrie de défense russe est quasiment à son maximum. On voit effectivement une légère progression en termes de production d'acier, en termes de production de blindés, etc. Mais on n'a pas non plus, il ne faut pas imaginer que la Russie est capable de faire x2 sur son industrie de défense. C'est une légende. Et donc effectivement, on commence quand même à voir arriver une espèce de plateau en fait en termes de production d'armement et d'acier, etc. côté russe, qui fait que cette espèce de bulle spéculative un petit peu autour de l'armement russe, en fait, il va arriver un moment à un plafond. Donc il ne faut pas non plus s'imaginer que la Russie est une espèce de tonneau des Danaïdes dans lequel en fait finalement l'industrie pourrait toujours progresser, ne fût-ce que par le manque de main d'œuvre. En fait, cette bulle spéculative va forcément atteindre un plateau. C'est vrai que cette industrie de l'armement, elle atteint son plafond de production aussi parce qu'elle manque d'hommes. Elle dispute à l'armée finalement les bras des jeunes hommes. Donc c'est soit ils vont au front, soit ils vont dans ces usines-là. D'ailleurs, on se demande, ça peut créer une pénurie de main d'œuvre. Et actuellement, il y a déjà 2 millions de postes qui sont à pourvoir dans l'industrie russe, à tel point qu'il y a des secteurs où on propose maintenant d'interdire de nouveaux licenciés, chauffeurs de taxi par exemple, qui sont des secteurs en tension. C'est la présidente de la Chambre de commerce qui proposait qu'on interdise à de nouveaux chauffeurs de taxi de s'établir et qu'ils aillent plutôt dans l'industrie de l'armement. Et puis il y a un autre problème, selon moi, à cette hyper spécialisation dans l'industrie de la défense de la Russie, c'est que pendant ce temps-là,
elle n'investit pas dans d'autres secteurs, les secteurs innovants, elle n'investit pas dans les infrastructures. Donc, à court terme, c'est très gagnant. À moyen terme, c'est pas du tout gagnant. Oui. Juste pour rebondir sur ce que vous venez de dire, c'est-à-dire qu'il y a la question de croissance de production qui aussi se base sur l'innovation. Ce que vous allez pouvoir innover ou intégrer comme technologie qui est faite à la maison ou d'ailleurs, venue d'ailleurs. Mais sauf que les sanctions font que vous ne pouvez plus avoir les technologies occidentales ou les technologies même de la Chine qui est un peu, disons, réticent sur certaines menaces de ces sanctions secondaires. Et aussi, il y a la question de comment après exporter, même dans les industries comme nickel ou palladium. On dit qu'une des grandes entreprises en fait, dans ce domaine-là, ils n'arrivent pas à exporter, notamment c'est Nord-Nickel, ils n'arrivent pas à exporter vraiment ce qu'ils produisent à cause du fait qu'il y a des sanctions internationales et les récipients, les clients de l'autre côté, ils ont pas pu même transférer l'argent sous la peine ou le menace de sanctions secondaires. Effectivement, l'économie qui se concentre sur elle-même sans l'investissement venu d'ailleurs, parce qu'il se quai d'investissement de budget de la Russie. D'ailleurs, il y a un grand déficit budgétaire qui a été constaté de la part de la Russie. Il y a quelques jours, président Poutine, il avait la commission, il s'entretenait avec la direction de la Banque centrale russe et Nabiullina, qui est la chef, elle a dit, elle était en train d'un peu alerter sur le fait que l'inflation, elle n'arrive pas à la contrôler et la mesure qui est de augmenter les productions, ça ne marche pas parce que ça surchauffe l'économie et ça ne peut pas durer sur long terme. Et ce que Poutine a suggéré, il a dit il faut que ça marche pendant encore 6 ans. C'est-à-dire que lui, il compte continuer sa guerre pendant encore 6 ans. Et il demande... Une grosse information quand même. Et ça, c'est quelque chose qui a été publié par, je pense, Die Welt. Et c'est quelque chose qui est quand même très, très fort. C'est-à-dire, Poutine, il dit en gros à la Banque centrale, qui déjà fait tout pour que l'économie marche, encore 6 ans, donnez-moi encore 6 ans, il faut que ça dure. Général. Oui, alors, ce que je disais depuis des années, le modèle économique russe, Poutine, il allait droit dans le mur pour des tas de raisons, de démographie, une économie bonsaï, de concentration sur les matières premières, etc. Et cette guerre-là, maintenant, pousse ce phénomène à l'extrême. C'est un modèle économique qui va droit dans le mur et qui va de plus en plus vite suite à ça. Et vous parliez de bulles, comme toutes les bulles. Voilà, je pense que le régime Poutine tombera là-dessus. Pourquoi ? Parce que, tout comme l'URSS est tombé à cause de son modèle économique. La propagande de Poutine a dit c'est ces salauds d'Américains, c'est l'OTAN qui... Non, l'URSS est tombée toute seule. Elle a percuté le mur et elle est tombée. Et le modèle économique russe mis en place par Poutine, il y avait une très bonne série d'articles dans The Economist, aussi loin que 2005 ou 2006, disant de la façon dont ils gèrent cette économie, ils vont droit dans le mur. Ils n'investissent pas pour l'avenir, ils n'investissent pas comme dans les ressources d'avenir, les ressources humaines, l'infrastructure, etc. La corruption, parce que tout cet argent, c'est de plus en plus d'argent et il n'y a pas moins de corruption. Et la corruption, par définition, c'est une destruction de valeur. Donc, bref, c'est ça. À la fin des fins, la fin de la guerre d'Ukraine, ça sera la chute du régime Poutine et elle tombera parce qu'elle tapera dans le mur.